des livres plein les oreilles. Salut, c'est un nouvel épisode de ce balado des livres plein les oreilles que j'ai la chance de vous présenter depuis Montréal, depuis le studio de Canal M qui produit ce balado depuis maintenant 12 ans, appuyé que je suis par Mathieu Tessier. Alors moi, mon petit nom c'est Clotilde, ça je vous l'ai déjà dit, mon nom de famille c'est Sey comme la ville de Marseille, et cette semaine, eh bien, on va commencer par un petit clin d'œil aux enfants et au printemps, si tant est qu'il soit vraiment là cette semaine. Et puis on va faire une petite balade dans Montréal, à Verdun-Land, pour être plus précise. C'est un livre atypique, 100% québécois, comme le premier d'ailleurs, dont on va tout de suite entendre un extrait. Et puis Montréal encore avec Philippe Besson, qui aime décidément beaucoup cette ville. Puis 2 finalistes au prix littéraire d'Irlande. Et parmi les nominations, on retrouve en dehors de Vivre vite de Brigitte Giraud, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, avec un extrait encore jamais diffusé. En seconde partie, si tout va bien, je vais accueillir Gérald de Cousineau, qui adore Sorge Chalandon. Alors, je lui ai demandé d'écouter pour nous la version audio accessible du livre de Kells. Et on finit tout ça avec des nouveautés, dont une a glacé le sang, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour le moment, le printemps est-il vraiment là ? Bonjour, je m'appelle Minime. Dans ma famille, nous raffolons du fromage et de la musique. Je ne saurais dire dans quel ordre. Toujours est-il que nous avons le flair ou l'oreille pour nous trouver là où il y a de la bonne musique. Enfin, le premier beau jour de l'année. J'avais si hâte de recommencer à flâner dans la ville, de ressentir la chaleur du soleil sur ma peau, d'entendre le gazouillis des oiseaux dans les arbres et, bien sûr, d'aller me dénicher de la nourriture toute fraîche. Ce temps doux m'entraîne hors de chez moi. Bientôt, au détour d'une rue, un délicieux arôme de pain chaud vient chatouiller mon nez. Guidé par l'odeur, je me retrouve vite devant la terrasse d'un café très animé. Je ne suis donc pas le seul à célébrer l'arrivée du printemps. Vous avez reconnu la voix, celle de Benoît Brière, interprétant Minime, la charmante petite souris qui raffole de fromage et qui raffole de la musique aussi. Alors, en ce printemps-là, la petite Minine va flâner, entre autres, à la terrasse d'un café, celui qu'elle vient de voir à l'instant sur la musique de Monsieur Schubert. Alors, elle va s'attabler et puis elle va grimper sur l'épaule de quelqu'un et puis... je vous dirai pas tout. Faudrait maintenant que vous alliez acheter le livre et vous trouvez ça chez Nara.audio, au catalogue purement 100% québécois Nara.audio. Et d'ailleurs, ça a été enregistré au studio Bulldog, où toutes les productions de chez Nara s'enregistrent. Curieux comme un petit chat, lu par Benoît Brière et quand même Imuzici derrière. C'est pas n'importe quoi, oui. On va rester à Montréal et on reste dans l'univers du studio Bulldog à Longueuil avec Verdun-Land. Et donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet univers-là de Verdun-Land, écrit et lu par Baron Marc-André Lévesque, Timothée William Lapointe. Ils sont donc à la plume et à la voix. Ils nous en disent, allez vas-y, embarque, conjugue à ta guise, tous les temps sont bons quand on vit dans sa tête, nous serons tes guides pour la journée, une journée emplie de fabuleries, de pleurs, de lieux assez petits pour mettre dans ton hamburger et de lieux assez grands pour mettre dans le hamburger d'un géant. La visite à Verdun-Land sera triste parfois, par bout, mais rieuse par d'autres. C'est la vie, on suit le manuel, on promet rien que le siège et le verbe pour aller de là à là. Pour ce qui est du reste, eh bien, il y a toujours l'amour et le pardon, comme tout cela est bien présenté. Extrait de Verdun-Land avec les voix des auteurs Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe.
D'abord, il faut mentionner, tout pouvoir politique à Verdolaine est jeu d'enfants. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui sont chargés d'élire, voter, discuter de tout ce qui affecte de près ou de loin l'intégrité et le bon fonctionnement de la ville. À l'été 2009, les enfants élurent comme maire un petit garçon aux cheveux gris, du nom de Normand Martin. Tandis que tous les enfants se ruaient à l'extérieur après l'école pour profiter des attractions de Verdun-Laine, Normand Martin préférait rester chez lui, planifier sa campagne électorale et les diverses autres campagnes qu'il menait en solitaire sur sa PlayStation. Et comme c'était à prévoir, une fois élu, Normand Martin mit en œuvre son plan secret de désextériorisation de Verdun-Laine, qui commençait notamment par la transformation du parc des Marchais en un centre commercial où tous les enfants du même acabit pourraient se rendre, héler sa casquette broyant le ciel et argent de poche au poing pour acheter de la crème glacée et une boule, et des jeux vidéo qui ne se jouent pas à deux pour une fois rentrés chez eux. Mais une enfant, cependant, ne partageait pas les vues de Normand Martin. Et cet enfant, c'était Suzy Fortin. Suzy Fortin était tout le contraire du maire. Si l'un était solitaire, l'autre était grégaire. Si l'un préférait le silence, l'autre la conversation. Et si l'un détestait le soleil, l'autre tapait des mains. Car malgré son jeune âge, Suzy Fortin avait compris ce que d'autres ne comprennent que bien plus tard. Le besoin que nous avons d'être entourés, toutou dans un salon de thé, scène noire dans une fontaine. Le jour de la dite annonce de la destruction du parc des Marchais, Suzy Fortin s'y rendit une dernière fois pour faire ses adieux, le cœur plus lourd qu'un melon. La légende veut qu'elle pleura tant et si mal que le module de jeu, jusqu'à la fois ordinaire et tout à fait immobile, n'en pouvant plus d'attendre une enfant pleurer avec aussi peu d'expérience et de savoir-faire, rompit son silence et lui demanda « Mais pourquoi pleures-tu » Suzy Fortin, n'en croyant pas ses oreilles, oublia son chagrin un instant pour lui annoncer la terrible nouvelle. Demain, on allait démolir le parc. Et c'est à cet instant précis que le fer de la superstructure se mit à grogner, ses pattes à se déraciner et ses boulons à mitrailler la pigeonnerie voisine dans une canonnade de rage et d'obsèterie. Le parc désormais mobile répondit « Je veux bien aider » et se mit en marche. Pendant que le parc mobile enjambait les lampadaires sur la Wellington et que les poteaux de téléphone s'échouaient comme des rouleaux de viande à sandwich, Suzy Fortin se tenait à la proue de la superstructure, capitaine d'une révolution invincible. Pour la première fois, aux parents espiègles qui avaient pour habitude d'envoyer leurs enfants jouer dans le trafic, ces derniers purent répondre, enfin, fièrement « Oh oui, avec plaisir !» Et c'est avec plaisir que des centaines d'enfants montèrent sur le parc mobile et joignirent leurs forces et leurs poumons à l'événement fantastique qui déchaînait son fracas dans les rues de Verdun-Laine. Le parc mobile marcha jusqu'à l'hôtel de ville, défonça les murs de l'enceinte, effoira les tribunes, les archives, les livres sacrés de la loi et l'ordre, d'une telle et si belle façon encore que le maire dut fuir par un passage secret et les catacombes. Suzy Fortin brûla la proposition du mâle des Marchais, et les enfants éruptèrent de joie, satisfaits de récupérer le parc qu'ils croyaient perdu, satisfaits de la solidarité dont ils avaient fait preuve, satisfaits d'être des enfants, rien de moins et rien de plus. Eh bien, chapeau tout le monde, c'est de la très, très belle production. Ça, écoutez, c'est pas parce que c'est fait ici, mais c'est vrai, il faut le dire, lorsqu'une production est absolument remarquable comme celle-là, le texte est vraiment intelligent, c'est bien écrit, c'est bien lu, puis alors la production sonore, bravo aux gens de chez Bulldog. Je vous rappelle, parce que je ne le dirai jamais assez, que vous pouvez trouver les livres dont je parle sur à peu près tous les catalogues de livres audio qui existent dans le milieu francophone. Il suffit que vous fassiez une recherche catalogue, livre audio, ils vont tous apparaître. Le premier qui sort, c'est Audible. Ce n'est pas forcément parce que c'est le premier qui sort qu'il est le meilleur. Je n'ai rien contre eux, ils sont importants, ils existent, il faut qu'ils soient là, ils sont les précurseurs du livre audio. Chez nos voisins américains, c'est bien beau, c'est bien correct. Je veux dire du livre audio commercial, bien sûr.
Je ne parle pas du livre audio accessible. Mais il y en a d'autres. Et il y a notamment tous ceux dont je vous parle et qui sont produits par Audiolib, par Gallimard et ici au Québec par Nara Audio notamment. Ça, c'est vraiment fait à Longueuil et c'est exactement ce que vous venez d'entendre, écrit et lu par Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe. Alors, si vous faites simplement nara.audio, vous allez tomber dessus. Ils ne vendent pas que du livre audio québécois. Les forfaits sont vraiment pas chers pour vous procurer des livres. Ils ont aussi à leur catalogue beaucoup de livres francophones qui sont faits en Europe. Et ça vaut le coup d'acheter chez nous. Voilà, ça fait marcher le tout petit commerce qui aurait besoin de beaucoup d'aide du gouvernement grâce à vos achats en ligne. On va rester à Montréal. Décidément, ce Philippe Besson aime beaucoup Montréal. Je sais qu'il était là il n'y a pas si longtemps. Et figurez-vous que dans le livre dont je vais vous parler à présent, en fait, il va vous en parler beaucoup mieux que moi, il était à nouveau à Montréal. Bref, il vient souvent à Montréal. Et dans ce livre-là, qui s'appelle « Dîner à Montréal », eh bien, Philippe Besson revient sur une rencontre. Et ce sont les retrouvailles avec l'objet de cette rencontre qui s'est faite à Bordeaux, en France, et donc qui s'est poursuivie à Montréal. Et il raconte qu'il a dû revenir à Montréal pour un bouquin, comme il l'a fait il y a quelques semaines. Et il nous raconte ces retrouvailles, parfois touchantes, parfois drôles, parfois ironiques, parfois un peu dures, entre lui, Besson, et l'autre. Et c'est raconté par Patrick Donnet. Je vous ai parlé de Paul Darigrand. Je vous ai parlé de ce jeune homme aux yeux noirs qui venait jadis me retrouver dans ma chambre d'étudiant à Bordeaux. C'était en 1989. Je vous ai parlé de notre amour clandestin, vécu dans le plus bel âge, tandis que je valsais dangereusement avec la mort. De cet amour inabouti finalement renvoyé au néant à la fin d'un été. Je vous ai avoué également que j'avais fini par revoir Paul, longtemps après, à Montréal où il travaillait alors. J'étais de passage au Québec pour la promotion d'un de mes romans. Ma présence dans une librairie était annoncée. C'est comme ça qu'il l'avait su. Souvenez-vous, il s'était présenté devant moi, un exemplaire à la main. Dans la file d'attente, il avait patiemment attendu son tour. Il n'avait pas changé, pas du tout. J'avais été saisi de constater qu'on pouvait demeurer intact, identique, étant moi-même tellement devenu un autre. Mais je m'étais comporté comme si tout était normal, comme s'il n'y avait pas la surprise, l'ébahissement et la fébrilité soudaine. On avait d'abord échangé des paroles banales, à propos de la ville, de la météo, de son travail. Je n'avais pas compris ce qu'il faisait, peut-être que je n'écoutais pas vraiment, et de je ne sais plus quoi encore. Je ne lui avais pas demandé s'il était toujours marié, j'avais simplement remarqué qu'il ne portait pas son alliance. Il ne m'avait pas demandé comment j'allais, mais il avait dit qu'il avait de mes nouvelles par les livres. Oui, il avait employé cette expression. J'ai de tes nouvelles par les livres. Je l'avais imaginé les achetant peu après leur publication, les lisant vite, trop vite sans doute, y cherchant à son corps défendant une trace de ce que nous fûmes l'un à l'autre, la débusquant quelquefois, sans savoir si cette découverte était une douleur ou un baume. Et puis c'était venu brusquement, en une seconde, l'intimité entre nous. Et il m'avait demandé si je lui en avais voulu. Je l'avais fixé, il était très beau et très vulnérable. Je m'étais alors souvenu de sa beauté d'avant, de ses lourdes boucles brunes, de la rondeur de ses épaules, de son ventre où je posais ma tête. Je m'étais souvenu de la rue judaïque, des étreintes et des départs. Je m'étais souvenu de sa voix dans le combiné du téléphone les soirs d'hôpital. J'avais imaginé qu'il parlait de la rupture, de la fin de notre histoire, de cette béance et de nos existences qu'il avait bien fallu sauver après ça. Et sans scier, je lui avais répondu que non. J'avais ajouté dans un sourire « Qu'est-ce que tu veux, il y a des gens comme ça qu'on exonère de tout reproche, même si c'est injuste, même si c'est incompréhensible. » En retour, il m'avait dévisagé longuement, et il m'avait semblé que des larmes affleuraient.
j'avais cessé de sourire. Il avait juste dit « Moi, je m'en suis voulu ». Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est ce qui s'est passé juste après. Mais commençons par être précis, puisque tout récit mérite exactitude et que les circonstances, à certains égards, sont déterminantes. L'année où cette rencontre se produit, c'est 2007. Vous savez, cette année qui s'ouvre avec l'envoi par George W. Bush de 20 000 soldats supplémentaires en Irak, tandis que le lieutenant Eren Ouattara comparaît devant la cour martiale de Fort Lewis pour avoir refusé de partir combattre en arguant que cette guerre, basée sur des mensonges, avait un caractère illégal et immoral. Pendant ce temps, Steve Jobs présente au monde le tout premier iPhone. Voilà pour Monsieur Besson, Dîner à Montréal, un livre audio que vous pouvez vous procurer, qui est édité par Lizzie, mais que vous pouvez trouver notamment chez Nara Audio, ou encore directement par la maison de production Lizzie, L-I-2-Z-I-E, ou par une autre plateforme. Il y a aussi Boucle d'oreille, que j'aime beaucoup en France, qui est un genre, qui est juste une maison de distribution. Eux ne produisent pas de livres, mais ils font de la bonne distribution, puis ils parlent bien des livres, et puis ils ont ce titre que je leur ai toujours envié, Boucle d'oreille. Mais eux, ils m'envient des livres plein les oreilles, alors voilà, nananananer. Ensuite, oh oui, le Québec à l'honneur encore, en Irlande cette fois-ci. Éric Chacour se retrouve finaliste du prix littéraire de Dublin 2026, avec notamment Laurent Binet et Brigitte Giraud. Et là, vous me direz, mais Éric Chacour, ce que je sais de toi, ça remonte à 2023. Oui, vous avez raison, mais vous allez comprendre pourquoi il est en nomination maintenant. C'est qu'il est nominé dans la sélection d'un prix qui est vraiment prestigieux, qui est un prix international, le prix international de la littérature de Dublin, qui est l'un des prix les mieux dotés du monde, qui distingue chaque année une œuvre de fiction publiée en anglais et qui en met la lumière, qui met en lumière la circulation internationale des livres et des traductions. Autrement dit, si le livre est sorti en 2023, il vient seulement d'arriver sur les tablettes anglophones et en tout cas irlandaises en ce début d'année 2026, ou peut-être est-ce arrivé fin 2025, et donc il est en nomination pour ce prix 2026. Peut-être un petit mot pour rappeler que ce livre nous transporte en Égypte, une Égypte effervescente au début du XXe siècle, un XXe siècle qui décline. Tarek, le personnage principal, travaille et partage avec sa famille un quotidien au bonheur qu'on dira doucereux, mais on va comprendre très rapidement que ce bonheur-là cache beaucoup de choses. Tarek a besoin de donner davantage de sens à sa vie. Alors, en plus du cabinet médical qu'il a hérité de son père, il ouvre un dispensaire dans un quartier défavorisé du Mokattam. Et c'est là qu'il fait la connaissance de Ali, un jeune habitant du même quartier, qui le sollicite parce que sa mère est souffrante. Ce que Tarek ne sait pas encore, c'est que cette rencontre avec Ali bouleversera de nombreuses vies. On va écouter un passage alors que Ali est à ses côtés, mais également la maman de Ali qui est gravement malade. Sa mémoire lui faisait parfois défaut, mais elle n'oubliait jamais les recettes de Haute-Égypte. Elle vous avait préparé un repas de fête, une fête faussement joyeuse dont on pressent qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Elle ne touchait presque pas à sa part, prétextant qu'elle mangeait toujours trop en cuisinant. Elle n'avait plus le corps d'une femme qui mange trop. Elle perdait du poids et parfois la mémoire. Un matin, au réveil, elle eut un mouvement de stupeur en découvrant un jeune homme dans la pièce. Il lui demanda si tout allait bien. Elle resta interdite, de surprise plus que d'inquiétude, car cette présence étrangère n'avait rien de menaçant. Il s'approcha d'elle, lui passa la main dans le dos et commença à lui demander si elle le reconnaissait. Ali n'eut pas besoin de terminer sa question pour qu'elle en comprenne le sens. Elle lui adressa en retour un mouvement négatif de tête. Non, elle ne le reconnaissait pas.
percevant la détresse que sa réponse venait de provoquer dans les yeux de son jeune interlocuteur, elle fut saisie de pitié et le prit d'instinct dans ses bras, un peu comme une mère enserrerait son fils pour le consoler. Chapitre 14. 15, peut-être 20. Vous n'étiez guère plus pour accompagner le corps inerte de la mère d'Ali dans sa dernière promenade. Le soleil asséchait la terre de son implacable indifférence. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. La poussière des pas traînants formait un nuage dense qui s'imprimait sur les peaux humides. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ali faisait partie des 4 porteurs qui soulevaient le cercueil. Tu ne connaissais pas les 3 autres. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage rasé de près. Elle lui parcourait le cou en épousant sa jugulaire. Il ne laissait transparaître aucune émotion, mais derrière chaque déglutition, tu croyais déceler sa gorge serrée par la tristesse. Ou bien par le sable. Le Caire laissait entendre au loin son vacarme impénitent. Ici le silence, là-bas le bruit. Là-bas la vie, ici l'après. Face à l'affairement de millions d'individus, que pèse le recueillement de 20 personnes ? 20, peut-être 15. La croyance veut que l'âme de la défunte demeure auprès des hommes durant 40 jours. Cela faisait pourtant quelques mois qu'elle semblait s'être dissociée de ce corps prématurément usé. Ali soulevait ce qu'il restait de l'enveloppe charnelle de celle qu'il avait portée dans son ventre. L'effort lui gonflait les veines du front. Vous n'aviez pas échangé un mot durant la cérémonie. Toujours en Irlande, aux côtés d'Éric Chacour et de ce livre dont on vient d'entendre un extrait, Ce que je sais de toi. En nomination aussi, Brigitte Giraud pour Vivre vite, prix Goncourt 2022. 20 ans après l'accident de moto qui a tué son mari, Brigitte Giraud tente encore de comprendre dans leur maison la succession des événements qui ont conduit au drame. Voici un extrait de cette délicate introspection. Après avoir résisté pendant de longs mois, après avoir ignoré jour après jour les assauts des promoteurs qui me pressaient de leur céder les lieux, j'ai fini par rendre les armes. Aujourd'hui, j'ai signé la vente de la maison. Quand je dis la maison, je veux dire la maison que j'ai achetée avec Claude il y a 20 ans et dans laquelle il n'a jamais vécu. À cause de l'accident. À cause de ce jour de juin où il a accéléré sur une moto qui n'était pas la sienne sur un boulevard de la ville. Inspiré par Lou Reed, peut-être, qui avait écrit « Vivre vite, mourir jeune », des choses comme ça, dans le livre que Claude lisait alors, que j'ai retrouvé posé sur le parquet au pied du lit, et que j'ai commencé à feuilleter la nuit qui a suivi. Jouer aux méchants. Tout saloper. J'ai vendu mon âme et peut-être la sienne. Le promoteur a déjà acheté plusieurs parcelles, dont celle du voisin, sur laquelle il projette de construire un immeuble qui viendra dominer le jardin, qui viendra plonger sur mon intimité du haut de ses 4 étages, et aussi masquer le soleil. C'en est fini du silence et de la lumière. La nature qui m'entoure se changera en béton, et le paysage disparaîtra. De l'autre côté, il est prévu que le chemin devienne une route, qui empiétera chez moi, pour favoriser l'accès au quartier à vocation désormais résidentielle. Le chant des oiseaux sera recouvert par des bruits de moteurs. Des bulldozers viendront raser ce qui était encore vivant. Quand nous avons acheté, Claude et moi, cette année 1999 où les francs se convertissaient en euros et où le moindre calcul nous obligeait à une règle de 3 infantilisante, le plan d'occupation des sols, ou POS, indiquait que nous étions en zone verte, autrement dit que le secteur n'était pas constructible. Le propriétaire de la maison voisine nous informait qu'il était interdit de couper un arbre, sous peine de devoir le remplacer. Chaque once de nature était sacrée. C'est pour cela que ce lieu nous avait séduits. On pourrait y vivre caché, à la lisière de la ville. Il y avait un cerisier devant les fenêtres,
un érable qu'une tempête a déraciné l'année où je suis retournée en Algérie, et un cèdre de l'Atlas, dont j'ai appris récemment que la résine était utilisée pour embaumer les momies. D'autres arbres ont été plantés, par moi, ou ont poussé seuls, comme le figuier qui s'est invité contre le mur du fond. Chacun raconte une histoire. Mais Claude n'a rien vu de cela. Il a juste eu le temps de visiter en poussant des sifflements d'enthousiasme, de constater l'ampleur des travaux à envisager et de repérer l'endroit où il pourrait garer sa moto. Il a eu le temps de mesurer les surfaces, de se projeter dans l'espace en dessinant quelques gestes dans les airs, de signer chez le notaire, d'ironiser dans le bureau du Crédit Mutuel au moment de répartir le pourcentage de l'assurance du prêt sur nos 2 têtes. Les lieux avaient un fort potentiel, comme on dit dans le jargon immobilier. Cette affaire de rénovation nous électrisait. On pourrait écouter la musique fort sans gêner ce voisin qui comptait les arbres et dont le vaste terrain s'étendait derrière une haie naturelle. On pourrait poser nos valises pour une vie entière et faire des plans sur la comète à gogo. J'ai emménagé seule avec notre fils, au cœur d'un enchaînement chronologique assez brutal. Signature de l'acte de vente, accident, déménagement, obsèques. L'accélération la plus folle de mon existence. L'impression d'un tour de Grand 8, cheveux au vent, avec la nacelle qui se détache. J'écris depuis ce décor lointain où j'ai atterri, et d'où je perçois le monde comme un film un peu flou qui a longtemps été tourné sans moi. C'est Mickey Sébastien qui prête sa voix à Brigitte Giraud, celle qui a écrit ce livre, Vivre vite, dont je viens de vous diffuser un extrait à l'émission des livres plein les oreilles et que je vous remercie d'écouter ce balado qui, depuis 12 ans, ne se consacre qu'aux livres audio qui sont produits dans la francophonie, que ce soit ici au Québec ou en Belgique ou en France ou ailleurs. Je vous retrouve d'ici quelques secondes avec d'autres propositions et notamment au chapitre des nouveautés, des trucs pas piquer des verres. Tout de suite, c'est Clotilde. Salut. Retour au balado des livres plein les oreilles et cette petite musique qui nous annonce Monsieur Gérald Cousineau en personne. Comment allons-nous, Gérald? Nous allons très bien. Et vous, Madame Clotilde? Oh oui, elle va bien. Bon. Elle voit arriver le printemps comme tout le monde. En fait, il est déjà là, mais comme chacun sait, c'est pas toujours évident. Il a dit ça. Et c'est très bien dit. Quel langage élégant. Alors, mon ami, nous revenons aujourd'hui à un écrivain qu'en principe, j'espère que ce sera encore le cas, vous appréciez beaucoup. Oui, c'est vrai, j'apprécie beaucoup M. Chalandon. Juste dire, avant d'aller plus loin, que je l'ignorais, il est né Georges Chalandon. Ah? Il est né en 1952 en Tunisie, j'ignorais ça aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pris le prénom de Sorge, alors qu'il s'appelait au départ Georges. Peut-être que son père s'appelait Georges aussi, je ne sais pas. Non, mais Sorge, c'est l'envers de Georges. Ah, ça serait... oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Exactement. Vous savez ça. tout. Oh, non, pas du tout, je ne savais pas. Mais non, mais ça ne saute pas à l'esprit parce que ça ne s'écrit pas comme Georges à l'envers, mais ça se prononce comme Georges à l'envers. Parce qu'il y a un J là-dedans, Sorge. C'est ça, exactement. Donc, le livre s'appelle bien sûr le livre de Kells. Je prononce S parce que c'est quand même un mot anglais. Oui. Disons tout de suite que le livre de Kells, Kells, c'est une localité en Irlande. Et le livre de Kells, c'est un manuscrit écrit en latin, mais là, on remonte au 9e siècle, donc, écrit en latin. Mais c'est quoi? Mais ce sont les 4 évangiles du Nouveau Testament qui sont répertoriés dans le livre de Kells. Parce qu'il y a d'abbaye. Le manuscrit a été longtemps gardé dans l'abbaye de Kells, qui est pas loin de la localité du même nom, donc en Irlande. Maintenant, je n'ai pas réussi à savoir exactement pourquoi notre héros, qui s'appelle Kells, dans le livre, traîne ce livre. J'ai un peu oublié, mais quand même. C'est pour ça qu'il se fait appeler 4. Mais
juste pour dire vite, avant qu'on passe à l'extrait, que ça raconte quoi? Ça raconte le départ de Lyon de ce monsieur, de monsieur Kelz. Il part à 17 ans de Lyon parce qu'il n'en peut plus d'avoir un père tyrannique et antisémite. Il va partir de Lyon et va se retrouver à Paris. Et là, il va se retrouver littéralement dans la rue. Mais écoutons l'extrait parce qu'on nous apprend comment se fait le départ de Lyon. Nous étions dans le hall de la gare Perrache à Lyon. Il faisait presque beau. Un matin de printemps, sans froid, sans pluie, sans vent non plus. Un jour qui chuchote, il est temps de partir. Je venais de quitter mes parents. Cela aurait pu être une fois de plus et je serais rentré au soir, la tête basse. Mais ce matin-là, ma mère avait compris qu'il n'y aurait plus de faux départ. J'en avais fini. Lorsque j'ai ouvert la porte de l'appartement, je ne me suis pas retourné, ni baisé, ni adieu. Je l'ai pourtant laissée me rejoindre. Elle s'était doutée que je prendrais le train. Je l'ai imaginée tremblante, enlever son tablier de ménagère, mettre son manteau de ville, ses chaussures plates, cacher ses cheveux sous un foulard coloré, sortir sur le palier en priant de ne pas croiser l'autre, ni dans la cour, ni sur l'avenue. Et lorsque le bus est arrivé, elle s'y est réfugiée, assise à sa place habituelle, son cabas sur les genoux. Je lui ai donné un peu d'avance. J'ai traîné, emprunté des chemins de traverse. Je suis passé près de mon collège, je me suis assis sur un banc de la place du Triomphe. J'ai regardé Lyon comme on quitte une aimée. J'ai posé ma main sur les murs de la ville, caressé des arbres, observé une dernière fois le ciel tourmenté, enfanté par le fleuve. Je ne savais pas quand je reviendrais. Je ne savais pas si je reviendrais. Alors je fabriquais des images pour les jours d'après, et mes nuits de regret. Si l'autre n'avait plus été là, je ne serais pas parti. Voilà. Alors l'autre, c'est le papa. L'autre, c'est le père, détesté parce qu'effectivement, un père violent, antisémite, je l'ai dit. Et je fais tout de suite un rapprochement avec d'autres livres de Chalandon. Par exemple, je pense à Enfant de salaud et Profession du père, où le personnage du père est tout sauf glorieux. Oui. Ça revient souvent, ça. Donc, il y a sûrement une part personnelle dans la création du père. Donc, c'est un roman qui se passe au début des années 70, en France, évidemment. Donc, notre ami qui prend le nom de Kelz, quitte Lyon, quitte sa maman, mais sa maman est tellement peureuse devant son mari que finalement, il n'y a pas vraiment de chaleur entre la mère et le fils. Il va dire d'ailleurs, je n'ai pas connu l'odeur de ma mère. Et je n'ai pas connu l'odeur du bonheur. Donc, à la maison, on devine que c'est pas Jojo tous les jours. Donc, il va quitter la mère. D'ailleurs, elle va lui refiler un peu d'argent en cachette de son mari, évidemment. Il va gagner la ville de Paris. Et là, il va en arracher. Il va en arracher beaucoup. Il va vivre dans la rue, il va tantôt voler, tantôt mendier. Et à un moment donné, il va rencontrer des gens, des militants, mais là, des militants purs et durs, des militants d'extrême gauche. Il va se lier à une bande de militants. Donc, il va participer à des manifestations. Et ça, c'est étonnant pour nous, lecteurs du 21e siècle. La violence qu'il raconte, oh là 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 là, la violence des manifestations entre manifestants et policiers, mais aussi entre manifestants d'extrême droite et manifestants d'extrême gauche. Et Chalandon le raconte avec une force. Oh là là, j'en frissonnais parfois, parce que lui-même participe à ces batailles rangées, là. Il donne du coup de poing, il donne de la matraque, tout ça. Et je connais pas la condition physique de Chalandon, mais donc, il joue dur avec ses amis. Donc, ça, c'est raconté avec beaucoup de force. Et encore là, j'ai comme retrouvé la rage. Par exemple, je n'en ai pas parlé encore, le livre L'Enragé. Du même Chalandon, où là, il y a un jeune homme Jules qui quitte une sorte de colonie de vacances, qui est en fait une sorte de prison, là. Mais la rage animée qui anime ce jeune homme, eh bien là, il y a une rage qui anime Kelz. Il veut faire sa place, tout ça, mais il est perdu dans la jungle parisienne, donc il se fait ses amis-là, et là, ils font des coups incroyables. Ils sont toujours à l'affût d'une manifestation. Les policiers
Et là, les policiers n'ont pas le beau rôle non plus là-dedans. Hein. Je vous rappelle que nous sommes 2 ans après mai 68. Je viens de l'écrire sur un papier. On est 2 ans après 68. Et il y a tous les gens à qui mai 68 a fait du bien, mais il y a tous ceux qui sont les frustrés de mai 68. Et quelques années plus tôt, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Qui a laissé des marques aussi. Ouais. Et dans les quelques années, parce qu'on va parcourir à peu près 4 ans, jusqu'à 3 ans, jusqu'à 73, et là, il parle du moment de la chasse aux Arabes. Aujourd'hui, on frissonne en lisant ça, la chasse aux Arabes. Eh oui, la guerre d'Algérie a laissé des marques. Hein, donc, la chasse aux Arabes, les ratonnages, les bastonnades, mais ça n'en finit plus. Mais ce qui est bien dans ce roman, ce qui tempère la dureté de ces passages, c'est que ce Sorge, on a l'impression qu'il est quasi analphabète. Il va découvrir tout en même temps. Il va découvrir les grands noms du cinéma. Imaginez la France dans les années 70, le cinéma, hein, les grands noms de littérature aussi. Et il y a un passage qui est très beau. Il est dans un musée, il voit une toile, et là, il se met à pleurer. Là, on découvre un autre Kells, un Kells qui est, au fond, hyper sensible, mais qui le cachait, évidemment. Et là, il va se mettre à pleurer, et ça, c'est à nouveau un beau passage. Par ailleurs, parlant de passage, il y a un passage où il essaie le LSD. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 70. Hein. Le LSD est là, les hippies sont là, donc il essaie le LSD. Et là, c'est à nouveau un long passage, mais long. Là, vraiment, c'est tout un trip, comme on disait à l'époque. C'est incroyable, le voyage qu'il fait avec le LSD. Donc, il est prêt à tout essayer. Mais c'est un roman, je dirais pas touffu, mais on passe de la violence à l'émotion constamment. Et à la fin, il va finir par trouver sa voie parce que dans les années 70, naît un journal qui s'appelle Libération. Or, Libération, c'est quoi? C'est un peu le petit frère d'un autre journal qui est interdit, La Cause du Peuple. Quand on passe à La Cause du Peuple, on passe à Jean-Paul Sartre qui défendait ce journal, qui même le vendait dans les rues. Donc, La Cause du Peuple est interdit, mais Libération apparaît. Et Libération, c'est un peu comme la suite logique, un journal de gauche, d'extrême gauche. Et notre ami Sorge est attiré par ce journal. Il va finir par faire un dessin qu'il va réussir à vendre au journal. Et voilà. Parce que dans son groupe de militants, il commence à y avoir des dissensions. Il commence à se demander ce qu'il fait dans cette bande. Alors, il va quitter lentement la bande, mais il va opter pour le journalisme. On sait que Chalandon, dans la vraie vie, a été 30 ans grand reporter à Libération, et ensuite, je pense qu'il est toujours au Canard enchaîné. Donc, c'est comme ça qu'il va trouver sa voie, avec le militantisme, mais il va finir par trouver son domaine à lui. Il va militer, mais plus par le dessin d'abord, et bien sûr, la plume ensuite. Donc ça, c'est vraiment de belles pages sur les années 70. Pour ceux qui n'ont pas très bien connu la France de cette époque-là, ça jouait dur, c'est une époque assez violente, mais en même temps, il y avait une éclosion de talents, de journaux, etc. Donc, c'est un livre qui ne va pas vous laisser indifférent. Ça dérange. C'est un livre coup de poing. Bizarrement, c'est une époque dont je pense, moi qui l'ai vécu, j'étais jeune, mais je l'ai vécu pareil, dont peut-être la France avait besoin, parce que c'est vrai qu'on bouffait de l'arabe. C'est à un point incroyable et c'est cette espèce de mini-révolution-là qui a justement permis l'éclosion dont vous parlez. Tous les c'est ça, tous les Sartres, mais parce qu'il y a eu l'époque Saint-Germain-des-Prés, mais entre les deux, il y a eu un grand néant. Hein. Et parlant de Sartre, c'est amusant parce que dès le départ, on apprend qu'il quitte la maison avec un livre, lequel La nausée de Jean-Paul Sartre. Et à un moment donné, il va dire qu'il se sent comme le personnage de Sartre. Il en a marre un peu. Et là, il a la nausée, bien sûr. Donc, c'est ça qui va finalement l'amener à quitter les militants purs et durs et à opter pour le journalisme. Donc, comme vous dites, c'est vraiment une époque qui est très, 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 très bien racontée. Il a changé quelques faits, apparemment, il aurait changé quelques dates. Mais n'empêche qu'on devine que s'il a vécu ne serait-ce que la moitié de ce qu'il raconte, oh là là. Alors, j'ai ici, nous n'avons plus qu'une minute et j'ai la réponse à votre question. Pourquoi s'appelle-t-il Kells ? Eh bien, parce qu'il avait un ami, Jacques, qui était en vacances en Irlande avec ses parents, qui avait campé dans la ville de Kells et qui lui avait envoyé une carte postale qui reproduisait une gravure médiévale, le livre de Kells, chef-d'œuvre du catholicisme anglais. Apparemment que ce livre de Kells est très beau. Le manuscrit est d'ailleurs gardé à Dublin, au Trinity College. Donc, c'est très beau avec des enluminures. Mais voilà, merci, parce qu'effectivement, parce que la carte postale, elle aussi, il la porte avec lui. Il la traîne avec lui, il la garde avec lui, comme la nausée de Jean-Paul Sartre. Alors, merci beaucoup, Gérald. On se retrouve la semaine prochaine, puis pourquoi pas celle d'après, allez savoir. Allez, je vous embrasse. Bonne fin de journée. Moi, tout. Au revoir.
Beaucoup d'entre vous adorent les livres audio, mais c'est un petit peu comme les livres papier. Vous aimez aussi beaucoup que je vous dise ce qui vient de paraître en livre sonore. Eh bien, j'ai celui-ci pour vous, paru le 10 avril dernier. Ça s'appelle « La bouchère ». Jusqu'où peut-on aller pour sauver les apparences ? Vous savez à quel point le cinéma et les séries qui viennent de Corée peuvent être un peu gore. Eh bien là, c'est de la littérature, un petit peu comme ça, avec cette femme, Madame Shim, qui ne s'attendait pas à perdre son travail. À 51 ans, elle est chassée de l'étal de Boucher, où elle exerçait. Et puis, là, elle tombe sur une mystérieuse annonce d'une agence de détectives qui s'appelle Smile. Et elle se dit que c'est peut-être là la chance de réussir à gagner sa vie, payer ses factures, envoyer ses 2 gamins à l'université. Alors, elle est convaincue, et cette respectable, veuve et mère de famille, eh bien, elle va devenir tueuse à gages. Qui se méfierait de cette femme au foyer, discrète, sans histoire? Mais très vite, elle s'aperçoit que ce nouvel emploi n'est pas si différent du précédent. Après tout, lever sa lame, puis l'abattre sur ses victimes. La bouchère de Kang Ji-young, lue par Benjamin Jungers, et celle qu'on va entendre, c'est Mourani Kovacs. La bouchère de Kang Ji-young. J'aiguise mon couteau. Quand j'approche le tranchant de la meule électrique et que j'appuie sur l'interrupteur, l'eau coule du réservoir pour venir mouiller la lame émoussée. La meule tourne en crachant des étincelles pareilles à des escarbilles. Le couteau bien affûté, avec sa lame bleuie, brille tel un maquereau argenté sous la lumière des néons. La chair est plus coriace que le fer. Même mon couteau à trancher, qui ne me sert qu'à découper de tendres filets de bœuf, s'émousse en quelques jours, au point que le poignet m'élance à la moindre pression. Le métal acéré, qui sépare muscles et tendons, m'adresse la parole. Il me dit qu'il en a assez maintenant, qu'il voudrait se reposer. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Monsieur Im, du quartier de Madjang, possède lui-même un couteau à découper qui a ouvert des ventres d'animaux pendant 32 ans. Il est long comme 2 phalanges tout juste, ce qui lui donne presque l'air d'un poinçon. Ce couteau s'est déjà planté 8 fois dans la cuisse de Monsieur Im, sectionnant l'artère et laissant de profondes cicatrices qui serpentent sur sa peau. Et malgré tout, il ne s'en débarrasse pas. Tel un justicier en quête de vengeance, tous les jours, à l'aube, Monsieur Im aiguise son couteau usé jusqu'à la corde, en prenant un air tragique. Un jour, la lame sera devenue si fine qu'on ne la distinguera plus d'un rasoir. Alors seulement, cet ennemi juré, qui lui a blessé la cuisse, finira dans un bac à recyclage. D'ici là, jamais le couteau n'échappera à cet enfer malodorant. Une fois ma lame aiguisée, j'ai attendu que ma patronne arrive. Mais le supermarché a ouvert ses portes et les clients ont commencé à déambuler en poussant leur chariot, prospectus à la main, sans qu'elle ne fasse son apparition. La veille, elle était passée chez l'orfèvre à l'étage pour lui vendre un collier de 2 onces d'or pur. Ce qu'elle allait faire de cet argent, c'était évident. Le dépenser dans un salon de jeu qu'on appelait la maison du coucou. Si je le savais, c'est que de temps à autre, elle me passait un coup de fil pour que je lui apporte des fonds pour ses mises. La maison du coucou était emplie en permanence de la fumée des cigarettes et de l'odeur du tangsuyuk. Là, tout en mâchonnant des morceaux de viande refroidis, la patronne jouait au watou. Elle avait toujours, coincés sous ses cuisses, quelques billets de 1000 won que la sueur collait à sa peau. « T'es pas au courant, Enoch ? Ta patronne s'est fait mettre en tôle hier !» Ouais. Si vous aimez le genre, là, je pense que vous allez vous régaler. Bon, si vous êtes végétarien,
Je vous déconseille ça très fortement. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On s'en va à oui, Donut Girl. Ça, c'est une histoire touchante qui doit être aussi une jolie bluette. Mais le fondement de l'histoire m'a paru intéressante et en tout cas, je ne la connaissais pas. On découvre Jane et c'est l'histoire vraie d'elle, Jane, qui avec d'autres jeunes filles pendant la Seconde Guerre mondiale sont parties des États-Unis pour se rendre en Angleterre où là, elles sont allées rejoindre les troupes américaines pendant donc la Seconde Guerre mondiale. Et elles sont arrivées là pour leur donner de la joie, mais pas celle à laquelle vous êtes tout de suite en train de penser, malheureux. Je vous parle de Donut. Il y en a une, Jane, elle était pâtissière, chocolatière à Milwaukee, de son état. Encore une fois, c'est une histoire vraie. Et donc, elle s'est embarquée, elle est partie en Europe avec les troupes et avec quelques amis. Elles ont trouvé un camion, je ne sais pas comment. En tout cas, c'est vraiment une chouette histoire. Et elles ont cuisiné des beignets, comme c'est écrit dans le bouquin traduit en français, et qu'elles offraient aux soldats américains pour leur remonter le moral et aux soldats anglais aussi d'ailleurs. Alors on va écouter un extrait parce que leur rôle n'est pas évident forcément et puis surtout lorsqu'il y a des hauts placés qui s'en mêlent et qui viennent leur mettre des bâtons dans les beignets. Au moment des fêtes de fin d'année, un nouvel événement provoque du ramdam sur les bases militaires. L'US Army vient s'immiscer dans le fonctionnement de la Croix-Rouge américaine. À cause de la grande différence de salaire entre les soldats américains et les soldats des autres pays, notamment britanniques, l'armée a demandé à la Croix-Rouge, par mesure d'équité, de faire payer des frais nominaux pour la nourriture qu'elle fournit. Sous la pression, la Croix-Rouge a fini par instituer une taxe symbolique de 2 shillings par beignet. Depuis, les femmes sont forcées de réclamer quelques piécettes au comptoir de leur GMC. On leur a fourni une boîte en métal pour ranger les sous rapportés par la vente de leurs beignets, comme dans une kermesse à l'école. C'est pour la bonne cause, paraît-il. Le premier effet de cette mesure ne se fait pas attendre. Les soldats boudent les beignets. Ils gardent leurs sous pour économiser ou les dépenser au dé. Pour la première fois, il reste des donuts lorsque les femmes rentrent à Londres. Elles reviennent désormais avec plusieurs plateaux non consommés. Chaque soir, Jackie soupire en jetant les beignets rassis dans les poubelles de la base. Maggie râle en fumant sa cigarette. Tous ces efforts pour ça. On devrait diminuer la production, les filles. On se fera moins suer tous les matins. Un saladier de pâtes devrait suffire. Un saladier, ça me semble un peu juste quand même, répond Jane. Mais regarde, Jane, nous avons distribué seulement la moitié des beignets aujourd'hui. C'est d'une tristesse. Jane acquiesce sans mot dire. Jackie complète. On ne peut même pas tricher. Ce cerbère de Mrs. Campbell récupère les sous avant de nous donner les denrées pour les nouvelles fournées. Nous sommes piégés. Même pour les soldats qui veulent bien payer, chaque fois que Jane reçoit les shillings au creux de sa main, c'est bien simple, elle a honte. Honte de vendre un peu de réconfort sucré. Honte de soutirer de l'argent à ces hommes pour leur donner quelque chose de bon et de chaud. Ces hommes qui se sacrifient pour cette guerre interminable. Bien malgré elle, elle incarne désormais la mesquinerie mercantile de l'armée. Les GI sont furieux, et ils ont bien raison. À Hartford, au pied du camion, Jebs Robert gueule comme un putois. « Bordel! L'armée peut pas nous payer un beignet? Je ne vais pas dépenser ma solde pour des putains de beignets. Je les mérite, ces saloperies. Ça fait 2 ans qu'on se gèle les miches ici, qu'on patauge dans la gadoue, qu'on prépare une putain d'invasion dont on ne sait même pas si elle aura lieu ni quand, et pour couronner le tout, on devrait payer nos beignets et nos clopes. Oncle Sam se fout de notre gueule. Fucking army! » De rage, il jette son beignet entamé par terre et l'écrase sous son talon. Aucun soldat n'ose plus s'approcher du camion. Il reprend sa tirade à l'intention des filles derrière le comptoir. « Mesdemoiselles, dites à la Croix-Rouge, qui manifestement est tombée dans la servilité par rapport à l'armée, que ces putains de beignets, elle peut se les foutre où je pense, ou s'étouffer avec. » Après un instant de silence désolant, plombé par la colère de Rubber, Jane se révolte elle aussi. « James a raison, les filles. On ne va pas participer à cette mascarade. Je ne suis pas une vendeuse de chichi. » Elle attrape la caissette à monnaie, descend du camion, puis passe de groupe en groupe
pour restituer les shillings. Elle s'approche de Robert, lui tend 2 shillings. « Tenez, James, ne soyez pas fâché. »« Je ne suis pas fâché contre vous, Kiddo, » se radoucit-il. « Je le sais bien. » C'est une belle histoire, je vous dis. Alors ça s'appelle Donut Girl. On va se finir avec El Camino. Oui, on parle bien du Camino, du chemin de Compostelle, qu'on nous présente comme étant un livre danois qui a fait tellement de bruit que ça va devenir un film prochainement. On est avec Lotte Bonnet, qui elle aussi est chocolatière confiseuse. Elle a une belle carrière. Elle vit aux Pays-Bas avec son époux Émile, qui est un ancien réfugié bosniaque. Et Émile va mourir d'un cancer. Évidemment, rien ne la prépare à cette terrible nouvelle. D'une part, sa mort. Ensuite, qu'il s'est suicidé alors qu'il marchait sur le chemin de Compostelle pour soi-disant fêter sa guérison. Elle est dévastée. Elle se rend en Bosnie pour disperser ses cendres. Et là, eh bien, elle découvre que l'homme qu'elle a aimé, Émile, n'est pas celui qu'il prétendait être. Bonne traduction, bonne lecture, c'est très bien. El Camino de Ania Nieviera, dont voici un extrait. Il s'est passé quelque chose sur le Camino. Je le sens. Paul recule légèrement, les sourcils froncés. « Tu le sens ?» répète-t-il avec une pointe d'ironie. « Exactement. » rétorquai-je sèchement en me retournant vers les piles d'affaires sur mon lit. « Et maintenant, je continue mes bagages, Paul. Tu veux bien aller chercher Caroline et descendre les sacs poubelles ?»« Oui, chef, » lâche-t-il en se dirigeant vers la porte. « À quelle heure mange-t-on ?»« À 18h. Dis à Caroline que je fais sa recette préférée, les spaghettis à la Lottie. Le repas du condamné. » N'exagère pas, Paul. Je vais faire le Camino, que ça te plaise ou non. Je l'entends grommeler dans le couloir, puis s'activer autour des sacs poubelles. Il fait toujours ce que je lui demande. Après la mort d'Émile, notre amitié s'est resserrée. Paul a été le premier que j'ai appelé après avoir découvert le mensonge d'Émile, en Bosnie. Nous sommes restés 1 heure au téléphone, lui ici, sur mon canapé à fleurs, moi dans la chambre impersonnelle de l'Ibis de Sarajevo. D'abord, il a été stupéfait, comme je l'avais été quelques heures plus tôt. Puis, s'est repris et s'est mis à me poser des questions précises. Qui m'avait donné l'information ? Comment pouvais-je en être sûr ? Comment Émile avait-il trompé les autorités allemandes pour obtenir l'asile ? N'y avait-il pas une erreur ? Quand il a compris qu'Emil Jukic avait bel et bien été assassiné en 1995 par des Serbes de Bosnie et que ses restes avaient été identifiés en 2017, il s'est tu longuement. Puis m'a demandé si je comptais en parler à mes fils. Je préférais attendre. Je devais d'abord comprendre les détails avant de décider. Paul m'écoutait attentivement. On ne fuit pas son pays sous une fausse identité sans raison grave. Peut-être Émile avait-il été témoin de crimes de guerre et craignait-il pour sa vie ? L'élimination de témoins était courante à l'époque. Ou avait-il lui-même du sang sur les mains ? Peut-être avait-il déserté ? Quoi qu'il en soit, il n'avait pas caché son identité pendant un quart de siècle sans motif valable. Pour l'instant, Paul et moi devions rester discrets. Omer Ječenić, mon avocat, partageait cet avis. Paul appuyait ma décision. Tant que nous ignorions la véritable identité d'Émile, il était absurde de bouleverser la vie des garçons. Épuisée, je me suis traînée jusqu'à mon lit pour me blottir en grelottant dans les draps de cette chambre sans âme. Oui, il fallait se taire pour l'instant, et pas seulement pour mes fils.
Ça devrait donner un film pas pire, comme on dit, à moins que ce soit une série. Allez savoir. Voilà ce qui vient mettre un terme à ce balado. Je vous ai quand même, mine de rien, quasiment comme toutes les semaines, présenté une dizaine de livres. Alors que j'en entends pas me dire « je sais pas quoi écouter ». Vous imaginez, il fait 12 ans, à peu près 10 livres par semaine, mine de rien. Ça en fait du stock, hein? Ça en fait du stock. Alors, merci d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier de m'avoir appuyé cette semaine encore. Et puis, merci à vous de me suivre, notamment sur Facebook, des livres plein les oreilles à sa page. Alors, n'hésitez pas, allez la consulter, puis partagez-la. Plus on est de fous, plus on rigole et plus on lit des bouquins qui s'écoutent. Merci infiniment. À la semaine prochaine.